L'information dans sa quintessence de vérité, d'objectivité et d'impartialité sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Rencontre de concertation entre le CNOCS, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, et les moniteurs de la capitale au menu des échanges, la responsabilité et le rôle des moniteurs dans la supervision des opérations de vote, les précisions dans ce journal. Le point de Wendé dans la sous-préfecture de Wendé-Kenema en passe d'être complètement reconstruit à la grande satisfaction des populations locales. Les travaux devraient prendre fin sous peu. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, une légende qui a laissé pour sa postérité des souvenirs intarissables. Aboubacar Demba Camara, célèbre chanteur du Bembeya Jazz National, nous a quitté il y a 40 ans. Ce vendredi, Jean-Baptiste Williams, journaliste culturel, a tenu à rappeler les œuvres accomplies par cet homme au parcours atypique. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire de cette édition, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, CNOCS en abrégé, et les moniteurs de Conakry se sont retrouvés ce vendredi pour une réunion de concertation. Toile de fond de la rencontre, faire l'état des lieux dans les différentes communes et rappeler aux agents de monitoring leurs responsabilités dans la supervision des opérations de vote. La démarche vise à faire en sorte que les futures élections législatives soient justes et transparentes. Le point avec Santa Conté. Au cours de cette rencontre de concertation, le secrétaire exécutif du CNOSC a expliqué aux moniteurs superviseurs les enjeux liés à l'organisation des élections législatives et les conséquences du blocage actuel du processus sur le décollage économique de la Guinée. Aziz Diop a surtout interpellé les moniteurs des 5 communes de la capitale sur leur rôle et responsabilité dans la transparence et la crédibilité des opérations de vote. C'est une rencontre de restitution pour faire le compte rendu du travail accompli par les moniteurs dans les différentes cadres à Conakry. Et nous avons enregistré pas mal de problèmes liés à la défectuosité de certaines machines à Conakry, mais également se rendre compte de la suspension des travaux de la CENI. Cette rencontre a aussi permis aux superviseurs moniteurs de faire l'état des lieux dans leurs différentes communes ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Dans certains quartiers comme Bonfi Marché et Bonfi Routière, nous avons constaté des petits problèmes liés à la batterie, lié à la petite valise qui contient le kit. Il y a également à Bonfi Marché, il y a un moteur qui manque. Il y a beaucoup de difficultés dans la commune de la Cloma, mais nous sommes en train de travailler et à l'heure où je vous parle maintenant là, rien n'est fait. Ces moniteurs qui ont déjà bénéficié des séries de formations avec le Conseil national des organisations de la société civile seront déployés dans les 5 communes de Conakry lors des prochaines élections législatives. Leur mission, veiller à la transparence des opérations de vote. Dans le même registre, les techniques de production d'articles ou d'émissions pour la couverture professionnel du processus électoral au centre d'un atelier de formation qui a démarré ses travaux ce vendredi à Conakry. La rencontre qui s'étend sur 2 jours se tient à l'INRAP, Institut national de recherche et d'action pédagogique. Elle regroupe des journalistes de la presse publique et privée. Saran Kamara. Les étapes du processus électoral et le journalisme de paix sont des notions avec lesquelles les hommes de médias vont devoir se familiariser tout au long de cette formation. Une formation qui devrait leur permettre de se munir des outils nécessaires pour une nette participation au processus électoral. Nous voulons réussir des élections, mais nous ne pouvons les réussir que parce que les médias ont accepté de nous accompagner. Non pas pour nous encenser, mais comme des gendarmes, assurer une veille pour imprimer à cette volonté de transparence la démarche indispensable à la clarté.
Le rôle du journaliste avant, pendant et après le scrutin a été largement débattu au cours des échanges. L'un des objectifs visés par les organisateurs est de faire en sorte que les participants soient des maillons forts pour la sensibilisation des acteurs concernés. C'est ça l'invitation qu'on vous lance, de pleinement jouer votre rôle, mais en même temps de rapporter toutes les difficultés que les électeurs potentiels rencontrent. Vous êtes un peu entre le gouverné et le gouverneur. À l'issue de cette formation, un pool de journalistes sera constitué et accrédité au niveau de la CENI pour la diffusion des informations sur les activités de l'institution durant tout le processus électoral. L'échiquier politique guinéen vient d'enregistrer la naissance d'une nouvelle entité. Son nom, la FEDEPAC, Fédération des partis politiques du centre, composée d'une trentaine de formations politiques. Cette entité entend lutter bec et ongle pour la reconnaissance du centrisme dans le pays. Mohamed Malik Diallo a rencontré le porte-parole de la FEDEPAC. Voici son reportage. La Fédération des partis politiques du centre fait son entrée dans l'arène politique déjà très tendue par la crise politique qui prévaut. Créée il y a seulement quelques semaines, elle affirme regrouper une trentaine de partis agréés qui luttent pour la prescription du centrisme dans la constitution guinéenne. À l'occasion du dialogue, nous avons remis officiellement la lettre à M. le ministre de l'administration du territoire pour dire qu'on existe, qu'on est là, on travaille. Mais nous ne sommes pas encore légalisés. Le centre n'est pas encore légalisé. Alors pourquoi le centre? Il n'y avait que deux. On avait le choix qu'entre les deux. Ou on est de l'opposition ou dans la mouvance. Alors il faut un troisième chemin. Et ce chemin n'est pas n'importe lequel. Il a fait ses preuves ailleurs, dans d'autres pays. Si l'existence de la Fédération des partis politiques du centre n'est pas encore régie par la loi contrairement à la mouvance et à l'opposition, de quel argument dispose-t-elle pour justifier sa particularité? D'abord, nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas contre les mouvements de rue, mais nous nous réservons de faire des manifestations de rue. C'est déjà aussi une grande différence. Nous pensons qu'il faut épuiser tous les recours possibles dans le cadre de la recherche d'une solution à un problème qui est posé. Pensez-vous que l'opposition dite radicale ne le fait pas? Non, je ne dis pas ça. Je dis nous devons épuiser tous les recours. C'est notre démarche à nous. Une fois de plus, la classe politique guinéenne se réorganise. Alors que les divergences persistent entre pouvoir et opposition, la FEDEPAC vient proposer sa doctrine pour relever le défi du développement de la Guinée. Et à propos de la situation politique du pays, la marche dite pacifique annoncée par l'opposition pour le 8 avril prochain est annulée. La nouvelle vient de tomber. Le gouvernement et l'opposition, composés du collectif de l'ADP, du CDR et du FDP, ont réussi ce vendredi lors d'une rencontre à évacuer tous les préalables. Les accords précédemment obtenus ont été confirmés. Selon des sources concordantes, le président de la CENI doit prendre dans la soirée un communiqué pour annoncer la suspension des activités de la Commission électorale nationale indépendante et ce jusqu'à la fin du dialogue. L'opposition détient déjà la copie de la lettre du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana qui doit être adressée à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, pour la désignation d'un nouveau facilitateur international qui remplacera le général Lamine Cissé, démissionnaire. Peut-être un signe de détente qui, on l'espère, débouchera sur une sortie de crise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sur un tout autre plan, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle sensibilise les jeunes de la commune de Dixine sur leur rôle et leur responsabilité dans le développement de la Guinée. Albert Damantan Camara a conféré ce vendredi avec les jeunes des 8 quartiers de Afia. Les échanges ont porté sur un thème d'actualité, la question de l'emploi en Guinée, perspectives, enjeux et solutions. Mamadi Kamsoko pour plus de précisions. Très loin d'un meeting politique, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle expose sur un sujet brûlant du moment, l'emploi en Guinée, perspectives, enjeux et solutions. Avec les jeunes des 8 quartiers de Afia dans la commune de Dixine, Damantan Albert Camara a fait un état des lieux depuis 2010, date de l'avènement de la Troisième République. Au-delà de la création de plus de 42 000 emplois directs par l'État, le porte-parole du gouvernement a insisté sur le rôle et la responsabilité que chaque jeune est censé jouer pour espérer
à un lendemain meilleur. Selon lui, l'État, à travers des actions durables, fera tout pour créer de la croissance, facteur de l'emploi massif de la jeunesse. Mais pourquoi un tel choix pour le ministre? Quand vous vous adressez à un auditoire, il faut d'abord leur parler de ce qui les concerne, de ce qui les intéresse. Et donc, les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas des discours politiques dont ils ont besoin qu'on leur parle de leur avenir, qu'on leur dise ce que sera la Guinée de demain et ce qu'ils peuvent faire pour rencontrer cette Guinée de demain. Et je crois que vous avez vu, les échanges ont été très fructueux, la communication est bien passée, l'information aussi, et j'ai été de voir le niveau de responsabilité que manifestent ces jeunes, et je pense qu'on peut être optimiste pour l'avenir de la Guinée. C'était mon choix aujourd'hui, et je pense que j'ai fait le bon choix. À l'issue de l'exposé, les jeunes de AFIA sont, semble-t-il, bien conscients des enjeux. On peut retenir que le ministre a des ambitions pour la jeunesse. Il a une politique réelle, réalisable, je dirais à moyen et à court terme. Vraiment une politique que la jeunesse peut en profiter pour vraiment relever les défis dans le secteur de l'emploi. Le jeune Guinéen n'a pas la culture de la création de l'emploi et aussi n'a pas la culture de la quête, c'est-à-dire la recherche de l'emploi. Il vient de le dire, comment le faire. Je pense qu'il faudra que les jeunes se mettent sur la chose vraiment pour réaliser nos rêves. La rencontre suit aussi une occasion pour AFIA d'étaler quelques préoccupations au ministre, notamment la construction d'écoles, le désenclavement des zones et l'association des jeunes dans les prises de décision. C'est ce qu'on pourrait appeler faire preuve de pédagogie. En effet, une évaluation à mi-parcours, c'est à ce travail que la direction générale du patrimoine bâti public s'est attelée ce vendredi devant un parterre de journalistes. Moustapha Naïté a essayé de faire le bilan des activités réalisées par son équipe depuis 2011. Des projections ont aussi été faites quant aux défis à relever dans les prochaines années. Plus de précisions dans ce compte-rendu d'Ibrahima Soriari Ansani. Des maisons et des domaines immobiliers publics, pour la plupart illégalement occupés ou encore mal identifiés, doivent retourner désormais à l'État. Avec un système informatisé mis en place depuis avril 2012, la Direction générale du service procède à un recensement général. Une commission nationale créée à cet effet fournit des efforts pour permettre à l'État de récupérer tous ces biens immobiliers en vue de les rénover, mais aussi de les rentabiliser au profit des Guinéens. Pour informer le peuple de ce qui est fait et de ce qui est en train d'être fait dans ce sens, le directeur général du patrimoine bâti public a organisé ce vendredi au siège de l'institution une conférence de presse. Alors depuis ma nomination à la tête de ce service le 6 janvier 2011, notre première priorité a été la récupération par voie légale des propriétés immobilières de l'État et leur conservation. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que la Guinée s'est dotée d'un data center qui a une capacité de plus de 7200 gigaoctets, soit une possibilité de stockage de toutes les archives du pays. Justement, l'avantage de ce système est d'avoir un fichier clair sur le patrimoine bâti de l'État conformément à la politique de modernisation de l'administration guinéenne. Selon Moustapha Naïté, seulement 1790 fonctionnaires occupent les bâtiments de l'État, parmi lesquels des retraités sur plus de 100 000 fonctionnaires à ce jour. Et les recettes étaient de 8 milliards 795 millions de francs guinéens en 2012, y compris celles des magasins. Cette triste réalité est la preuve que le gouvernement a un défi à relever. Des questions relatives à la gestion de certaines cités, notamment Sigmadina et Chemin de Fer, ont été abordées. La SIG a une particularité. Donc, ce qu'il y avait location-vente et location-simple. La cité Chemin de Fer est un cas emblématique. C'était un bail à construction qui a été signé. Et ce bail à construction a été signé qui n'a obéi à aucune procédure d'obtention ou d'établissement d'un bail à construction. Des maisons à conflit entre l'État et des particuliers, toutes ces questions sont en cours de résolution par la Direction générale du patrimoine bâti. Elle compte poursuivre son action sur toute l'étendue du territoire national. Autre fait marquant de l'actualité, la victime présumée d'une affaire d'escroquerie imputée à Jean-Marc Teliano passe à l'offensive. Pour ce faire, Abbé Nian Wantan a convoqué ce vendredi la presse pour donner sa version des faits, tout en déclarant avoir perdu un montant estimé à 400 000 $. Il se dit confiant quant à l'issue de la procédure judiciaire engagée contre le leader du RDIG. Explication, Elajouma Abari. Je ne pouvais pas imaginer en un instant
qu'un monsieur, qu'on lui a dit que vous avez tout écrit, vous l'avez suivi, et qu'on a dit que le monsieur là, il est clean. Donc, il est un candidat présidentiel peut être si bas dans un montant de 400 000 $. Il s'agit de Jean-Marc Tiliano, homme d'affaires à l'époque, qui aurait traité avec cette victime présumée qui réclame aujourd'hui que justice soit faite à tout prix. Une affaire qui tourne autour des pierres précieuses depuis près de 3 ans. Plus de 20 convocations auraient été adressées à Jean-Marc Tiliano sans succès. Toutefois, Albé Niang Wontang dit faire confiance à la justice. Moi, je devais déjà partir en Europe depuis longtemps. J'étais à la BNE, ils ont regardé les pierres. Je vois la directrice, elle a regardé les pierres, elle dit mais ça c'est les zircons, ça c'est les faux pierres. Après avoir payé 400 000 $ en tout pour ça, j'ai dit mais essayez d'évaluer tout. Elle a dit à ce gars, ils ont tout évalué, toutes les pierres, pas une pierre qui était vraie. Albé Niang Wontang, victime présumée, aurait aussi à l'époque saisi le médiateur de la République, mais en vain. Le médiateur nous a convoqués. Il a d'abord convoqué chacun de nous individuellement. Tiliano, il était là-bas, il a dit toutes sortes de choses. Je voulais passer derrière lui pour aller faire l'affaire et puis ainsi de suite. Le médiateur m'a convoqué aussi, je lui avais expliqué exactement comment les choses sont passées. Puisqu'il venait d'être nommé ministre et puis que le président ne laisse pas les ministres comme ça aller, il faut lui laisser le temps. Ou bien il faut qu'on parle en sa faveur, qu'il puisse aller en Sierra Leone pour régler cette affaire. Donc il a promis qu'il allait partir en Sierra Leone. Pour les avocats de la partie civile, cette affaire d'escroquerie n'a rien à voir avec la politique. Devant le juge, Jean-Marc Tiliano peut prendre son cigare et allumer. Il ne faut pas braver l'autorité de la justice. La part de l'information, c'est l'inquisitoire. Je vous promets que la justice sera faite. S'il est innocent, il partira à la maison. Dans le cas contraire, la porte de la maison centrale, il y a suffisamment de place. Pour l'heure, le dossier se trouve dans les mains du doyen des juges d'instruction, dont la réquisition a été demandée récemment par les avocats de Jean-Marc Tiliano. Autre rencontre à se mettre sous la dent, les rencontres internationales de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique se sont achevées jeudi à Conakry. Au menu de ce rendez-vous qui a regroupé les 17 États membres de l'OADA, la production dynamique et efficace du droit des affaires en Guinée, une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, compte rendu Fanta Conté. Il était question au cours de ces 3 jours de travaux de réfléchir sur des stratégies relatives à l'application effective du droit OADA en Guinée. Les travaux ont débouché sur des recommandations qui devraient permettre la vulgarisation de ce droit auprès des entreprises, mais aussi dans le milieu universitaire. On doit faire plus ici en Guinée pour que ce droit soit bien diffusé et que les praticiens puissent vraiment en prendre possession pleinement. Et puis, ce n'est pas seulement au niveau des praticiens qu'il faut diffuser le droit. Il y a également les milieux d'affaires. Le droit OADA est fait pour les milieux d'affaires. Il y a pas mal de chefs d'entreprise qui sont capables de lire la loi aussi. Il faudrait que les textes de l'OADA parviennent aux acteurs économiques du pays. Donc, c'est un constat que nous avons fait, qu'il faut renforcer les actions dans ce domaine. Notre attente, c'était de voir les acteurs guinéens s'impliquer davantage dans la vie de l'OADA. Et je crois qu'au vu de ces 3 jours de débat, je crois que l'objectif a été atteint. Et je reste convaincu que dans les semaines, pour ne pas dire dans les jours à venir, les acteurs guinéens montreront que ce séminaire leur a été utile. Plusieurs sujets ont été soulevés par les participants à ces rencontres, notamment l'absence des représentants de la Guinée dans les différentes institutions de l'organisation. Notre pays est un grand pays qui doit être central dans le concert des nations de l'Ouest africain, surtout en matière économique. Vous savez le potentiel que nous représentons. Donc le temps est venu et que la Guinée soit présente partout. D'ailleurs, vous le constatez aussi dans d'autres organisations. Donc la volonté politique est affirmée pour que désormais la Guinée reprenne toute sa place. Donc le ministère de la Justice, pour sa part, est totalement engagé pour que l'OADA sera effectivement une réalité vivante désormais en Guinée. Il a été recommandé à l'issue de ces travaux de Conakry qu'une commission nationale de l'OADA soit mise en place prochainement, une manière de permettre aux avocats, juristes et autres auxiliaires de justice de bien s'approprier du droit OADA.
Dans le registre ludique de cette édition, la société Celcom Guinée a procédé ce vendredi au deuxième tirage de sa campagne moto, une campagne qui fait décidément bien des heureux. Illustration dans ce reportage de Malik Gakité, rendu en studio par Billy Nankumakonde. Depuis le lancement de sa campagne moto, la société de téléphonie Celcom Guinée fait des heureux gagnants. Tout comme la semaine dernière, 7 autres personnes ont bénéficié ce vendredi des motos. Sur le visage des gagnants se lisait une immense joie. Je suis très ravi d'avoir gagné cette moto. Je n'y croyais pas du tout, mais pas du tout. Aujourd'hui, j'y crois vraiment. Je travaillais, on m'a appelé et voilà, je suis gagnant. C'est une joie illimitée. Quand j'étais au bureau aujourd'hui, on m'a appelé. Je pensais que c'est le président d'avril parce que c'est au mois d'avril. Je ne croyais pas. Je suis venu, j'ai participé au tirage et vraiment, c'est la réalité. Le directeur marketing de la société, quant à lui, s'est voulu rassurant. Tous les gens qui ne croient pas doivent parler avec M. Keita ou avec M. Diabaté et leur demander. Chez Celcom, tout est clair, tout est sur la table et tout le monde sait les gagnants, leur nom et leur place de leur maison et tout. Continuez à recharger vos téléphones, vous serez le prochain gagnant. Et oui, des gagnants que l'on imagine heureux comme des joyaux drilles. Prenons maintenant la direction de la préfecture de Koya où s'est tenue récemment l'assemblée générale annuelle de l'agence de la Caisse populaire d'épargne et de crédit Yetemali de la localité centre d'intérêt de la rencontre, faire le point sur les activités réalisées par la succursale durant l'année écoulée. Il a aussi été question de l'élection d'un nouveau bureau. C'est un reportage de Ben Oumar Silla rendu en studio par Salim Kamara. Yetemali, cédé soi-même, est une institution de microfinance qui accompagne les organisations sociales, paysannes, jeunes et femmes dans la mise en œuvre de leurs projets. Implantées aujourd'hui dans presque tout le pays, les caisses Yetemali tiennent chaque année des assemblées générales pour faire la situation des prêts et renouveler les instances dirigeantes. L'assemblée générale annuelle de la caisse de Koya, qui a mobilisé les clients, employés et cadres de Yetemali, a fait la revue annuelle des prêts contractés en 2012 qui se lève à 1,407 922 757 francs guinéens repartis comme suit. Crédit aux grands entrepreneurs et commerçants, 339 611 111 francs guinéens. Crédit Matismali aux femmes marchandes, 54 900 000 francs guinéens. Crédit régulier pour les autres, 563 411 646 francs guinéens. Les comités de crédit, de surveillance et le gérant de la caisse, chacun a présenté le rapport de son travail de l'année écoulée. La caisse Yetemali de Koya compte aujourd'hui 1107 membres. Elle a fait un résultat excédentaire de plus de 61 millions de francs guinéens. Après son négatif au 31 décembre 2012, avec 1107 membres, pour une épargne totale de 604 224 811 francs guinéens. Et à la même date, l'encours total de crédit était à 822 184 108 francs guinéens, contractés par 659 emprunteurs. Ainsi, l'actif total de la caisse s'élevait à 1 150 204 593 francs guinéens, avec un résultat excédentaire de total de 1 289 307 francs guinéens. Le gouvernement, dans sa politique d'accompagnement des activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes, a octroyé aux institutions de microfinance de Guinée 130 milliards de francs guinéens, 100 milliards pour les femmes et les 30 autres pour les jeunes. Des fonds entièrement disponibles dans les banques Yetemali. Restons toujours à l'intérieur du pays et plus précisément à Guékédou, là-bas, après un an de calvaire éprouvé par les populations locales, les dernières phases des travaux de reconstruction du point de Wendé, situé dans la sous-préfecture de Wendé-Kenema, viennent d'être lancés par le ministre de l'Agriculture. Cet ouvrage de franchissement dont les travaux sont exécutés à 75% par l'entreprise guinéenne des travaux publics devrait être remis aux autorités locales d'ici à une semaine. Reportage Ben Oumar Silla.
Construit sur le fleuve Wende, dans la sous-préfecture de Wende-Kenema, préfecture de Gekedou, les travaux de ce pont sont en souffrance depuis 2012 suite à la mauvaise gestion. Bâti sur une longueur de 12 mètres, 3,5 mètres de hauteur avec des travées de 6 mètres de part et d'autre. Les travaux sont aujourd'hui avancés à 75% d'exécution. Il ne reste que le remblai d'accès et le coulage du tablier qui seront effectués dans une semaine, a précisé l'entrepreneur en charge des travaux. Quand j'ai repris le pont, j'ai essayé de mettre tous les moyens à la disposition de mes techniciens. Bon, aujourd'hui ils vont couler, ça va rester les remblais. Moins d'une semaine qu'ils vont me rendre. Après un an de retard dans l'exécution des travaux, la Direction nationale des pistes rurales a résilié le contrat avec l'entreprise contractante pour renégocier avec l'entreprise guinéenne des travaux publics pour un délai de 45 jours. Ce chantier a démarré depuis les années 2012. C'était un contrat qui était bâti sur 6 mois. Malheureusement, nous avons connu un an de gestion de délai. Cela est dû au fait que l'entreprise contractante 140 BTP a été largement déficitaire dans le cadre de la gestion de ce chantier. Les travaux de coulage qui ont mobilisé la population et autorités sous-préfectorales de Nongowa, Wende-Kenema et Fangamadou ont été lancés par le ministre de l'Agriculture. Pour Marc Yombuno, la réussite de la campagne agricole dépend de l'accès aux jeunes de production. Si le pont n'est pas réhabilité avant les grandes pluies, ça voudrait dire que la campagne agricole va beaucoup souffrir. Et donc c'est pour prouver à la population de Gekedou que le professeur Alpha Condé travaille. Tout ce qui était en souffrance est en train d'être réhabilité et repris. Dans son parcours, le ministre de l'Agriculture a visité le pont de Nongowa, un pont construit en 1970 sur le fleuve Mafissa et depuis n'a bénéficié aucune rénovation. Aujourd'hui, la ferraille a lâché par endroits. À Fangamadou, situé à 63 km de la ville de Gekedou, la population a sollicité le reprofilage de la piste Wende-Kenema-Fangamadou long de 9 km dont la réalisation est au compte du ministère des Travaux publics. Ailleurs dans le monde, la Corée du Nord s'agite, mais les autres pays temporisent. Pas question pour Londres d'évacuer son ambassade à Pyongyang, pas dans l'immédiat. Et pourtant, les autorités nord-coréennes ont assuré qu'elles ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité des représentations diplomatiques en cas de conflit. Suivez. Les États-Unis et la Corée du Sud en mode défensif. Ce vendredi, des batteries de missiles Patriot ont été déployées sur la base américaine d'Osan en Corée du Sud. De l'autre côté de la frontière, rien de visible encore, mais la Corée du Nord a mis en place un deuxième missile de moyenne portée, hissé sur un lance-missile, alimentant les craintes d'un tir imminent. Curieux, les Sud-Coréens sont venus observer à quelques kilomètres de là, à Paju, pas réellement inquiets. Ce sont juste des menaces. Je ne pense pas qu'il y aura une guerre. Ça leur causerait des ennuis considérables. Pour matérialiser ces menaces apocalyptiques, la Corée du Nord a diffusé sur la télévision d'État ces images, rassemblement de masse de soldats prêts à partir au combat. Nous allons détruire impitoyablement les agresseurs américains et les forces américaines basées en Corée du Sud. Cible de Pyongyang, la Corée du Sud, mais aussi les bases américaines sur l'île de Guam et de Hawaï dans le Pacifique. Et même menace de frappe nucléaire sur les États-Unis. Alors la Corée du Sud, qui a équipé 2 destroyers de radars puissants, suit de près les déploiements militaires nord-coréens. S'il s'avère que c'est un missile de type Musudan, il peut atteindre la base américaine de Guam, là où sont présents nos alliés américains. Situation explosive, la fureur de la Corée du Nord a été relancée par les sanctions prises par l'ONU à son encontre après son nouvel essai nucléaire en février dernier, mais aussi par les manœuvres de bombardiers américains en territoire sud-coréen. La Corée du Nord, plus déterminée que jamais, Pyongyang se dit même incapable d'assurer la sécurité des ambassades dans l'éventualité d'un conflit, et ce, à partir du 10 avril.
Retour en Guinée avec la page culture, avec bien évidemment un pincement au cœur. 5 avril 1973, 5 avril 2013, il y a 40 ans, jour pour jour, disparaissait à jamais dans un accident de la circulation à Dakar, celui que beaucoup surnommaient affectueusement le dragon de la musique africaine. 4 décennies après sa mort, Aboubacar Demba Camara reste encore dans la mémoire collective comme l'un des plus grands chanteurs de sa génération. Jean-Baptiste Williams, journaliste culturel, a pour la circonstance animé un point de presse, occasion pour lui de revenir sur la vie et le parcours de ce chanteur emblématique, Fodé Camara. Le 5 avril 1973, aux environs de 22 h, s'éteignait celui que Justin Morel Jr. a surnommé le dragon de la musique africaine, Aboubacar Demba Camara, de suite d'un accident de circulation survenu à quelques encablures de l'aéroport international de Dakar. 40 ans, jour pour jour, après cette tragique disparition, le peuple de Guinée se souvient de l'homme. C'est pourquoi hommes de culture, parents, amis, anciens collaborateurs étaient réunis ce vendredi autour de Jean-Baptiste Williams au Centre culturel franco-guinéen pour un point de presse. Jean-Baptiste Williams qui a connu l'homme. Né en 1944 à Conakry, Demba il débute ses études primaires auprès de son père Fodé Camara, modeste ouvrier de l'office de chemin de fer, dénommé à l'époque Conakry Niger. Après le CFP, son père l'inscrit à la section manuelle de l'école régionale de Canton. Il en sort avec le diplôme d'ouvrier et bénisse, toujours présent. En 1963, affecté à Beila, il intègre la Convention fédérale de Béagage qui commençait en ce moment sa vertigineuse ascension vers le titre national. Demba doit alors lutter sur plusieurs fronts pour devenir l'animateur à succès que l'on pleure aujourd'hui. D'une famille originaire de Saraya, petite gare près de Kouroussa, sa venue à l'orchestre en qualité de chanteur était considérée par ses parents comme une fuite devant les tâches plus sérieuses de menuisier à l'établi. Pour le ministre de la Culture, c'est seulement par la conservation de notre patrimoine culturel qu'on peut réellement s'identifier. Nos ancêtres ont été embarqués pour aller dans les Amériques. Aujourd'hui, nous n'en parlons qu'au cours. Mais si nous continuons à consommer la culture qui vient d'ailleurs, en piétinant nos cultures originelles, nous serons de nouveaux esclaves. Et ça, c'est grave pour nos enfants. Pour toujours immortaliser l'homme, demande a été faite au gouvernement guinéen pour la construction d'une statue d'Aboubacar Demba Camara dans un carrefour de la capitale Conakry. Comme pour accompagner l'État dans ce projet, certains hommes de culture ont séance tenante versé leur contribution. On peut citer entre autres Antonio Soare et Istokira qui ont respectivement versé 500 et 200 000 francs guinéens. Et oui, Aboubacar Demba Camara qui a laissé pour la postérité des souvenirs intarissables. Et puis avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information de la soirée. La marche dite pacifique annoncée par l'opposition pour le 8 avril prochain est annulée. La nouvelle vient de tomber. Le gouvernement et l'opposition composée du collectif de l'ADP, du CDR et du FDP ont réussi ce vendredi lors d'une rencontre à évacuer tous les préalables. Les accords précédemment obtenus ont été confirmés selon des sources concordantes. Le président de la CENI doit prendre dans la soirée un communiqué pour annoncer la suspension des activités de la CENI et ce jusqu'à la fin du dialogue. L'opposition détient déjà la copie de la lettre du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana qui doit être adressée à Ban Ki-moon pour la désignation d'un nouveau facilitateur international qui remplacera le général Lamine Cissé, démissionnaire. Une information sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi se termine cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de Béanzin, c'est Agbessia, dans la commune de Matoto.